Aujourd'hui, on va jouer ensemble du violoncelle baroque. Si vous rêvez de jouer du violoncelle baroque, je vais vous montrer aujourd'hui comment adapter votre violoncelle pour retrouver le vrai son d'un instrument ancien. On va parler de matériel, de posture et de technique de jeu. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais aussi vous donner des conseils de style pour interpréter la musique baroque. Alors pour jouer dans un style baroque, vous pouvez parfaitement utiliser votre violoncelle moderne qu'on va adapter pour l'occasion. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est changer les 4 cordes de notre violoncelle et mettre des cordes en boyau. Alors il existe 2 types de cordes en boyau, les cordes en boyau nues et les cordes en boyau filées. On va utiliser les deux pour monter notre violoncelle en baroque. En général, on met du boyau nu sur les cordes de La et Ré. Donc le boyau nu, c'est-à-dire que la corde est juste constituée de boyaux torsadés et séchés. Voilà, c'est des boyaux de mouton. Voilà, c'est pas une blague. Et donc on voit il y a une couleur un petit peu brune, voilà, marron clair. C'est du boyau vraiment nu. On pourrait aussi mettre du boyau nu sur les 4 cordes, d'accord? C'est possible. Disons que plus on va jouer du répertoire ancien, plus ça va se justifier d'avoir du boyau nu partout. Mais comme la corde en boyau va être plus épaisse que la corde en métal, parce qu'elle est moins dense pour la même note, eh bien, les cordes de sol et do en boyau nu, ça va commencer à faire vraiment des grosses épaisseurs, donc plus difficile à jouer, plus difficile à faire sonner. Donc en général, pour débuter confortablement au violoncelle baroque, on va mettre des boyaux filés sur les cordes de sol et do. Donc là, on a du boyau filé, et vous voyez, ça ressemble en fait de manière très proche aux cordes en métal, parce que c'est une corde en boyau, mais qui est filée argent. C'est-à-dire qu'il y a un fil d'argent qui est enroulé tout autour de la corde, qui donne donc une apparence argentée. Mais la corde est quand même plus épaisse qu'une corde en métal parce qu'il y a du boyau à l'intérieur et donc on garde la qualité sonore du boyau. Cela dit, le fait qu'elle soit filée argent, ou cuivre, ça marche aussi, permet d'avoir une plus grande densité dans la corde, donc la corde est quand même plus fine que si ça avait été du boyau nu. Les cordes en boyau n'ont pas de petites roulettes dans le cordier. Donc ça c'est important parce qu'en fait on ne va pas pouvoir utiliser du tout les petites vis pour accorder l'instrument. On va fixer en faisant un nœud les cordes au cordier, mais pour accorder les notes, on pourra utiliser uniquement les chevilles. Donc ça, c'est peut-être un petit peu compliqué, c'est qu'on est obligé constamment d'utiliser les chevilles pour accorder des cordes en boyau. Donc c'est parti, je vais commencer par monter ces 4 cordes en boyau sur mon violoncelle. Donc là, j'ai ma corde de La que je vais mettre, et au passage, je vous précise que c'est plus compliqué de choisir une corde en boyau qu'une corde en métal, parce que en fait, en métal, en général, vous avez une marque et puis 3 types de cordes. Vous avez fort, médium et doux par exemple, et donc vous choisissez un peu la tension de la corde qui vous correspond, mais pour les cordes en boyau on cherche en fait le calibre spécifique qu'il nous faut. Donc là par exemple le calibre c'est du 120, ça veut dire que c'est du 1,20 mm. Ça, c'est le calibre de la corde. Donc, c'est très précis. On a aussi du 122, 124, etc. Et puis, par exemple, pour le Ré, je vais mettre du 165. Voilà. Ça, c'est le calibre du Ré. Voilà. Donc 1,65 mm. Donc c'est extrêmement précis et en fonction de nos choix, de nos habitudes, de nos préférences, on peut avoir un calibre un petit peu plus fort ou un calibre un peu moins fort. Voilà. Mais pour avoir la bonne note, il faut quand même rester autour du calibre conseillé. Donc le calibre médium pour une corde de La au violoncelle en boyau, ça va être 120. Donc là, comme vous le voyez, c'est vraiment juste une corde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, la petite roulette au bout, comme je vous disais tout à l'heure, pour insérer dans le cordier. Donc en fait, on va devoir faire nous-mêmes un nœud. Donc on va faire une boucle avec un double nœud ou un nœud coulant, si vous savez le faire. Et on va tout simplement insérer la boucle qu'on a fait dans le cordier. Voilà, tout simplement. C'est la manière vraiment la plus simple de monter la corde. Donc je vous rappelle que vous ne pourrez pas du tout utiliser les petites roulettes là, c'est comme s'il n'y avait rien. On utilise juste le petit bitonio qui ressort pour insérer la boucle et faire tenir la corde. Donc ensuite on remonte la corde comme d'habitude et là on va l'insérer dans les chevilles. Oh! J'ai super peur. Alors qu'est-ce qui se passe? J'y vais pas trop fort parce qu'il fait très sec en ce moment, donc le bois s'est vachement rétracté. Ce serait dommage de tout casser. Je vérifie régulièrement que le chevalet ne part pas trop vers du coup, ma gauche, vers le haut, parce qu'on va beaucoup tirer le chevalet en accordant les cordes. Et souvent d'ailleurs, quand on accorde
comme on n'accorde que avec les chevilles, on a tendance à beaucoup plus stimuler le chevalet qui va avoir tendance à se décoller, enfin les pieds vont se décoller et partir vers la touche. Donc il faut vraiment pas hésiter à régulièrement replacer le chevalet, voilà, au milieu. Vraiment bien les deux pieds à plat sur la table. Ok, donc là on est arrivé à un La. Alors, c'est pas un La à 440, c'est-à-dire c'est pas la hauteur du La moderne que vous allez avoir sur votre violoncelle, normal. On va s'accorder en La 415, c'est-à-dire un demi-ton en dessous du La. Donc sur votre accordeur, s'il est réglé à 440 ou 442, vous allez voir un Sol dièse apparaître sur l'accordeur. Vous pouvez aussi souvent paramétrer l'accordeur pour changer le diapason. À ce moment-là, vous le réglez à 415 et là, vous cherchez bien un La. Donc là, il est un petit peu bas. En fait, la corde vient d'être mise et puis elle est toute neuve, donc elle va se détendre petit à petit. Donc là, on va plutôt passer au Ré et quand on va revenir dessus, elle aura probablement perdu un ton, deux tons, même elle aura pu se débobiner encore. Donc ça, pas d'inquiétude, ça arrive, c'est normal quand on change une corde déjà neuve. Et puis en plus, avec les cordes en boyau, ça arrive très souvent. Donc là, pas de panique, c'est totalement normal. Donc on passe au Ré. Donc pour le Ré, on a aussi du boyau nu et on voit déjà que ça commence à être sacrément épais. Hein. C'est déjà plus épais que ma propre corde de Do. Le La en fait en boyau est déjà aussi épais que la corde de Do. Donc là on est déjà plus épais alors qu'on n'est que sur le Ré. Donc le problème qui risque de se poser aussi, c'est est-ce que le trou de votre cheville est suffisamment grand pour permettre à ce que la corde passe. D'accord ? Normalement oui, ça va, mais par exemple, c'est quasiment certain que la cheville de votre Sol et la cheville de votre Do n'aient pas de trou suffisamment grand pour permettre d'accueillir des cordes de Sol et Do en boyau nu. D'accord ? Parce que c'est vraiment très épais. Normalement, comme elles sont filées métal, ça devrait passer parce qu'elles sont plus fines. Mais c'est clairement quelque chose à prendre en considération également quand on veut, si vous vouliez jouer que du boyau nu, pour pouvoir faire passer la corde dans les chevilles. Alors là, comme c'est une corde plus épaisse, on va faire une autre technique qui pourrait d'ailleurs aussi marcher sur la corde de La. Au lieu de faire une boucle qu'on va insérer dans le petit bitonio qui sort du cordier, on va tout simplement faire un double nœud. Et ça va faire une petite boule qu'on va du coup venir caler entre les deux petites dents du cordier. Donc si vous avez un cordier qui ressemble à ça avec deux petites dents, ça va très bien marcher. Donc là je fais en fait même un seul nœud, ça suffit. Et en faisant un nœud, en fait, on a une petite boule qui est très épaisse parce que le boyau est gros. Donc voilà, ça peut me permettre d'apprendre une deuxième technique pour mettre la corde. Et là, vous voyez, le nœud, il tient super bien. J'ai inséré la corde, le nœud, donc il bloque de l'autre côté. Et c'est même beaucoup plus rapide. Voilà, à faire. Donc, ensuite, on fait comme d'habitude. Là, c'est épais. La corde ne rentre pas vraiment dans le sillet de la corde de Ré. Elle rentre, mais vraiment à peine. Donc, c'est vraiment gros. Finalement, ce sera probablement la corde la plus grosse, je pense, qu'on aura, parce que les cordes filées métal vont être, bah ouais, c'est ça, elles vont être ouais, un tout petit peu plus fines que la corde en boyau nu. Là, on va leur laisser le temps de se stabiliser petit à petit pour voilà, éviter qu'elles cassent. Déjà on a une quinte, on est un mi-ton trop bas, mais voilà, on laisse comme ça. Donc ensuite on va passer au Sol. Là vous voyez la différence hein, de taille de la corde, de calibre, impressionnant. Ok, attention si vous avez un anti-rouleur sur la corde, pas abîmer votre violoncelle. Voilà. Alors on passe au Sol. Pour les cordes en boyau filé, c'est un petit peu plus facile de choisir. En général on a un calibre et vous allez choisir doux, fort ou médium. D'accord, c'est vraiment pour les boyaux nus qu'on va calculer tel calibre exactement ce qu'il nous faut. Et c'est pas un violoncelliste pourrait se dire tiens, je sens que j'ai un son un petit peu mou avec du 120, je vais essayer du 122. Donc on a 0,02 mm de différence entre les deux cordes et le violoncelliste va se sentir plus à l'aise. Mais là, avec du boyau filé, on a moins cette marge et
on va avoir des types de choix plus classiques par rapport à ce qu'on connaît avec les cordes en métal. Le truc qui est bien avec les cordes en boyau filé, c'est qu'on a déjà une petite boucle et un nœud. Donc en fonction du type de cordier qu'on a, on va pouvoir l'ajuster, enfin l'installer vraiment directement. Donc là, comme on a un petit nœud, moi je vais juste l'insérer comme j'ai inséré le ré, c'est-à-dire le petit nœud derrière, entre les dents du cordier, qui se cale derrière. Comme ça, il tient tout seul. Voilà, c'est très simple. Donc voilà, on remonte. Et alors là, on a quand même donc une corde assez épaisse. Ah, c'est bon, ça rentre. Voilà. Et voilà notre dos, donc aussi en boyau filé, avec à nouveau cette petite boucle et ce nœud au bout. Donc on va pouvoir l'insérer très facilement dans le cordier. Voilà. Il faut quelques heures, voire un jour ou deux pour vraiment stabiliser les 4 cordes. Donc là, je vérifie mon chevalet et il a un petit peu bougé, il s'est un petit peu avancé vers là-bas. Donc je vais le bouger un petit peu. Voilà. Tac. Une petite astuce, c'est d'accorder les cordes trop hautes pour qu'elles, quand elles descendent, elles se stabilisent moins loin de la note voulue. Voilà, donc votre violoncelle est maintenant accordé à 415 tout en boyau. D'accord, donc ça c'est bon. Reste la question de l'archet. En fait, un archet baroque va être sensiblement différent d'un archet moderne. Un archet moderne, on a cette forme-là qui est donc très, qui est courbée vers le bas et qui remonte beaucoup, avec une pointe assez haute. Et puis la hausse est en métal, avec un bouton en métal. L'archet, il est aussi assez lourd, il fait en général 80 grammes, d'accord ? Alors qu'un archet baroque va être beaucoup plus léger, il va être entièrement en bois. La pointe, bon, ça dépend des modèles, on peut aussi avoir une pointe plus élevée, mais celui-ci, la pointe est plus basse, voyez, plus allongée. Et il y a un bouton, d'accord, mais parfois il n'y en a pas, parfois c'est on appelle ça les hausses coincées, c'est une manière de tendre le crin sans bouton, juste en tirant avec des crans. Là c'est un système classique, mais tout est en bois, donc il est beaucoup plus léger. Voilà, également il est légèrement, un petit peu plus court. Voilà, souvent les archets vont être un peu plus courts. Celui-là il n'est pas démesurément plus court. On va dire qu'il a 4-5 cm en moins, mais c'est quand même beaucoup. Voilà, donc du coup, ça fait quand même des grosses différences. Et puis la manière dont on va tenir l'archet par rapport au poids réparti entre la hausse et la pointe va être aussi très importante. Donc on va parler de posture et de tenue d'archet dans un instant. Donc c'est vrai que si vous pouvez vous procurer un archet baroque, c'est quand même beaucoup mieux. Si je joue un archet moderne en métal de 80 grammes sur des cordes en boyau, je vais jamais avoir un résultat aussi sympa que si je joue avec un archet baroque, d'accord ? Donc c'est un peu la moitié du boulot de mettre les cordes. L'autre moitié, c'est vraiment aussi important, c'est d'avoir un archet baroque. Du coup, maintenant, on est équipé, on a notre violoncelle, les cordes en boyau, l'archet baroque, et on va pouvoir parler de posture. Alors, on va commencer avec la pique, qu'on ne va pas utiliser quand on joue du violoncelle baroque. Effectivement, à l'époque, les violoncelles n'avaient pas de pique. Il y avait juste un gros bouton ici pour tenir le cordier, mais il n'y avait pas de pique. La pique s'est généralisée vers la fin du 19e siècle, donc c'est vraiment un accessoire qui a été ajouté après. Donc avant, au 17e et 18e siècle, vraiment sauf exception, on va jouer sans pique. Donc du coup, la tenue va être très différente que quand on joue avec pique. Quand on joue avec pique, le violoncelle est plutôt, disons, à 45 degrés, il est posé sur la pique et on le maintient entre les deux genoux, d'accord ? Et il repose sur notre poitrine. Là, c'est pas du tout possible d'avoir cette position quand on joue sans pique, d'accord ? Il faut vraiment soutenir le violoncelle entièrement. Donc le violoncelle va se poser de manière beaucoup plus verticale. Il va vraiment se reposer sur vos deux mollets qui vont être comme deux coussins. Donc au lieu que les pieds soient à plat et posés par terre sur le sol, les pieds vont se rapprocher un petit peu. On va avoir le mollet donc un petit peu plus rentré, d'accord ? Et on va pouvoir aller poser le violoncelle entre les deux mollets. Une fois que vous avez posé le violoncelle, c'est possible que vous ayez l'impression qu'il vous échappe un petit peu et vous avez envie un petit peu de le retenir. Donc vous pouvez un petit peu avancer vos pieds.
de manière à avoir un tout petit peu moins de verticalité. Si vous avancez un petit peu vos pieds, vous avancez aussi le bas du violoncelle, donc il peut se reposer un petit peu plus en diagonale sur vous. En diagonale, je veux dire pas droit comme ça, parce que s'il est complètement vertical, effectivement, vous allez avoir l'impression qu'il part vers l'avant. D'accord ? Donc, il est certainement beaucoup plus vertical que quand vous le tenez avec une pique. D'accord ? Mais on peut quand même l'incliner un tout petit peu vers nous, déjà pour le stabiliser et en plus pour que le manche ne soit pas trop loin de nous, d'accord ? Qu'on puisse quand même être un petit peu proche du cou. Cela dit, il y a des violoncellistes qui jouent comme ça, avec vraiment une distance d'une 20-25 cm entre soi et le manche plutôt devant. D'accord ? On peut jouer aussi un petit peu de manière plus classique avec le manche plus proche de soi. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose par rapport à la tenue. Donc, sachez qu'au début, c'est pas facile de trouver la tenue sans pique. On peut avoir des petites crampes sur les mollets, on va avoir l'impression qu'on le fait tomber constamment, on va réussir à le tenir, mais en fait, on va finir par se rendre compte qu'il est tellement descendu, qu'il est beaucoup trop bas et qu'en fait, c'est impossible de jouer. On va constamment essayer de vouloir le remonter. C'est pas très confortable au début, c'est normal et tout le monde passe par là, donc ne vous inquiétez pas. Au début, c'est pas très évident. Moi, mes petits conseils, c'est déjà d'essayer de caler l'arête, celle-ci, l'arête de devant, dans votre mollet droit. D'accord ? Donc, ne pas le tenir sur les clisses, mais essayer d'aller caler l'arête dans votre mollet pour avoir une bonne maîtrise de cette partie-là. Et de l'autre côté, que le mollet soit vraiment sur les clisses, d'accord ? Et que du coup, ce soit l'arête de derrière, à gauche, qui soit bien calée dans le mollet. Voilà. Comme ça, vous le tenez un petit peu pivoté vers votre droite, d'accord ? Donc pas droit devant vous comme ça, parce que sinon, vous allez avoir énormément de mal à atteindre les cordes, surtout la corde de La et Ré. D'accord ? Donc on le pivote un tout petit peu et on essaye d'utiliser plutôt les arêtes, c'est-à-dire les bords du violoncelle, que les éclisses qui vont glisser et qui vont vous donner une moins bonne sensation de maîtrise. Donc on le remonte en fait autant que possible, j'ai envie de dire, avec une bonne, je dirais qu'un bon repère, c'est la cheville du bas, la cheville du dos, qui est à peu près au même niveau que votre oreille, je dirais quelque chose d'approchant. En tout cas, s'il est trop bas, vous allez avoir du mal à jouer avec l'archet déjà parce qu'il va falloir aller chercher très loin et en plus vous allez constamment buter contre votre genou droit, donc c'est à éviter. Il faut vraiment que l'archet passe juste au-dessus de votre genou. Donc maintenant on prend notre archet, donc on le tend. Bon, celui-ci, comme je vous dis, c'est un bouton classique, donc on le tend normalement, pas de problème. Et donc pour tenir l'archet, on ne va pas le tenir comme un archet moderne sur la hausse, avec souvent on dit que voilà, le majeur est au début des crins et le petit doigt au-dessus de la petite pupille de nacre, et là en plus il n'y a pas de pupille. Bon, sur mon archet moderne non plus, cela dit, mais bon, peu importe. Là vous voyez, vous avez une trace, la trace parce que bon, la mèche n'est pas neuve, c'est littéralement l'endroit où on tient l'archet, c'est-à-dire beaucoup plus engagé sur la mèche, ce qui raccourcit encore plus la longueur de la mèche, d'accord ? Donc ça c'est vraiment la manière dont les violoncellistes baroques tiennent leur archet, c'est-à-dire qu'ils avancent au début de la mèche. Disons que quand on joue du violoncelle baroque, on n'a pas besoin de tenir des rondes pointées à rondes pointées liées à des doubles rondes pointées avec un vibrato à la Dvorak. C'est pas du tout le même type de répertoire, on est beaucoup plus sur les articulations et sur la maîtrise de plein de points dans l'archet, donc on n'a pas forcément besoin d'un archet plus long et ça nous permet d'avoir une meilleure maîtrise en le tenant plus engagé dans la mèche que si on le tenait sur la hausse. Donc pour commencer, vous pouvez vous dire que votre petit doigt est au-dessus du tout début de la mèche, donc vraiment là au tout début, ce qui amène votre majeur à peu près au niveau de là où la mèche est un petit peu plus sombre, parce qu'elle est un peu ancienne, et voilà, et ça vous donne la posture, enfin l'emplacement pour la main droite déjà. Ensuite, par rapport à la posture, du coup, c'est exactement la même chose qu'avec un archet moderne, avec les 4 doigts, le pouce derrière qui est recourbé comme ceci. Sauf que là, on n'a pas le petit coin qui nous permet de savoir exactement où mettre le pouce au milieu de la main. Donc, il va tout simplement falloir le mettre au milieu de la main en le plaçant librement sur la baguette. D'accord ? Donc, on n'a pas de repère sensoriel pour placer le pouce comme quand on le pose sur la housse.
Donc maintenant, on va parler du jeu sur les cordes en boyau, parce que l'approche est complètement différente que sur les cordes en métal, que ce soit pour la main gauche que pour la main droite d'ailleurs, pour les deux. On va commencer par la main droite au niveau de la production du son. Il faut savoir que le jeu doit être beaucoup plus rigoureux, je dirais, en termes de respect des paramètres par rapport aux cordes métalliques. Donc je m'explique. Quand on joue sur un violoncelle normal, enfin moderne, on va parler de parallélisme, jouer bien parallèle au chevalet, jouer avec une vitesse d'archet qui correspond à l'endroit de la corde qu'on joue ou au type de corde qu'on joue, toujours bien se placer sur l'archet en fonction de ce qu'on joue. Enfin, il y a tout un tas de choses à respecter pour améliorer la qualité du son. Mais si par hasard on s'éloigne de ces paramètres, si tout d'un coup mon archet n'est pas totalement parallèle, eh bien c'est pas pour ça que tout d'un coup mon violoncelle ne va plus sonner. D'accord ? On a une petite marge parce que la corde en métal est extrêmement polyvalente. La corde en boyau ne permet pas cette marge. Il y a vraiment un résultat qui va sonner parfaitement pur et résonnant et tout ce que vous voulez si vous respectez à la lettre les paramètres et que vous êtes exactement dans la bonne vitesse d'archet, la bonne place d'archet, parfaitement parallèle, etc. Et si vous bougez de ces paramètres, vous allez beaucoup plus rapidement avoir un son qui ne ressemble plus à rien d'un coup. Donc c'est plus délicat de travailler sur des cordes en boyau parce qu'on peut se retrouver rapidement un petit peu sur des œufs, avoir constamment peur que la corde siffle ou grince ou craque. Donc il faut vraiment penser à vos paramètres. Parallélisme, place d'archet, vitesse d'archet, c'est vraiment le plus important. Donc quand vous jouez, déjà, toujours être ultra parallèle au chevalet. Et puis je dirais que quand on joue sur des cordes en boyau, il ne faut jamais forcer le son parce que sinon, en fait, immédiatement, on a un résultat qui va se coincer complètement. Le violoncelle va se fermer et on va tout de suite avoir des sons qui craquent et un son qui grince. Donc il faut toujours essayer de chercher à laisser la corde sonner comme elle voudrait sonner et ne jamais aller imposer tel poids, telle vitesse d'archet, mais toujours être très à l'écoute de la corde. Donc si vous jouez une note, quand vous attaquez, essayez presque de rentrer en connexion avec la corde pour qu'elle puisse la laisser vous dire en fait à quelle vitesse, à quelle place vous devez vous déplacer pour qu'elle continue à résonner. Au niveau de la main gauche, ce qui va beaucoup changer, c'est déjà la position, parce que le manche est plus vertical. Donc on va avoir tendance à avoir une justesse un petit peu modifiée, un petit peu compliquée au début, d'accord ? Et le fait qu'il y ait des cordes en boyau, c'est important parce que les cordes vont être un peu plus rugueuses. On n'a pas ce côté lisse qu'on a sur les cordes en métal et sur les cordes filet argent. Si vous passez le doigt sur la corde en boyau, vous avez beaucoup plus de texture, vous avez vraiment du relief. Et plus la corde est grosse, plus c'est important. Donc quand vous allez démancher, vous n'allez pas du tout avoir la même sensation de glisser d'une note à une autre. Ça va potentiellement compliquer les déplacements. Donc il ne faut surtout pas serrer la main et surtout pas serrer le pouce parce que sinon ça va bloquer vos déplacements très vite. La corde en fait ne va pas vous permettre d'être crispé avec votre main gauche. Donc maintenant, vous avez déjà pas mal de clés pour vous amuser un petit peu avec des morceaux baroques que vous aimez bien. Il y a des pièces qui sont très abordables, de Bois Mortier par exemple, de Marcello. Vous pouvez aussi jouer des suites de Bach et ça va vous permettre de prendre un petit peu vos marques sur l'instrument avec cette posture, cette tenue d'archet, le matériel avec l'archet et les cordes en boyau et déjà vous amuser un petit peu avec ça. Maintenant, je voudrais vous parler de style, parce que effectivement, c'est dommage de jouer avec tout un super matériel baroque, des pièces baroques, et ne pas s'intéresser un petit peu au style pour jouer de manière un petit peu plus historique, d'accord ? Donc, je vais vous donner quelques conseils. Déjà,
Les nuances. Donc le spectre des nuances est souvent un peu plus réduit en musique ancienne et aussi avec les cordes en boyau. On ne va pas pouvoir jouer aussi fort qu'avec un violoncelle moderne, mais on peut quand même faire beaucoup de contrastes et la musique ancienne est vraiment une musique de contraste. Il faut constamment jouer sur les fortés et les doux, piquer, legato, des crescendo, des décrescendo, sachant que souvent ce genre de choses n'est pas marqué sur la partition parce que les compositeurs ne notaient pas ces choses-là. En général, c'était plutôt de l'ordre de la tradition orale et les musiciens faisaient leur propre contraste. Donc au passage, si vous travaillez une pièce de musique baroque avec des nuances marquées dessus, sachez que 99,9% du temps, ce n'est pas le compositeur qui a noté ces nuances, c'est l'éditeur. Dans un but d'aider l'interprète, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est juste que il faut savoir que si vous voyez un forté et un piano, ça ne veut pas dire que le compositeur veut que vous fassiez un forté et un piano. Ça veut dire qu'on vous suggère de faire ça pour vous aider à travailler la pièce. Mais vous pouvez très bien remplacer le forté par un piano et remplacer le piano par un forté, et ça peut sonner super bien. Donc c'est aussi une musique de liberté où vous pouvez être créatif et créer vos propres contrastes. Ça vous permet d'explorer plein de possibilités différentes. Si vous avez un motif qui se répète 2 fois, il va falloir faire un contraste. Vous savez que vous ne pouvez pas jouer les 2 fois de la même manière, mais vous pouvez faire forté piano, piano forté, piqué legato, crescendo progressif, décrescendo. Vous pouvez faire vraiment plein de choses différentes. On va aussi jouer beaucoup avec l'articulation quand on joue de la musique ancienne. C'est-à-dire que à l'époque, les instruments servent vraiment le texte. Très souvent, on va vouloir dire des mots avec les notes de musique. Donc le fait de les articuler avec des consonnes, des voyelles, avec une direction de phrase va être extrêmement puissant. Alors évidemment, ça va aussi l'être par la suite, dans la suite du répertoire. Mais en musique baroque, on va beaucoup jouer sur ce concept de discours musical et de vraiment parler chaque note. On va aussi beaucoup utiliser la danse en musique baroque. Il y a beaucoup de pièces qu'on joue qui sont des danses, des gavottes, des courantes, des gigues, des allemandes, des sarabandes. Et donc, on va suivre beaucoup le jeu du danseur également. Donc, on est dirigé par le chant et on est dirigé par la danse. En fonction du pas de la danse, le pas de la sarabande, le pas du menuet, etc., le pas de bourrée, on va avoir des indications sur comment jouer la pièce. On va voir quels sont les temps forts, par exemple quand le danseur saute, ou des temps faibles quand le danseur, par exemple, se repose sur un pas. Donc c'est aussi une démarche très intéressante de danser, de s'intéresser à la danse baroque pour pouvoir comprendre comment les pièces qu'on joue sont dansées, sont articulées, sont chorégraphiées. Au niveau des contrastes, on va aussi souvent beaucoup vouloir mettre en avant des choses qui sortent de l'ordinaire. Souvent, l'harmonie générale des pièces baroques est assez classique, on sait exactement d'où on part et où on va, et les progressions harmoniques sont souvent assez simples. Donc, dès qu'une note sort de l'ordinaire, dès qu'il y a une altération accidentelle qui nous éloigne de la tonalité, dès qu'il y a une dissonance, un frottement, on va vouloir le mettre en valeur avec, par exemple, un archet plus allongé sur cette note, ou alors un arrêt, une note un petit peu plus longue ou plus forte. Un exemple qui me vient, c'est dans la première suite de Bach, dans le prélude. Au début, on est clairement en sol majeur et puis on passe en ré majeur, enfin dans des tonalités vraiment évidentes. Et puis la première fois qu'on a une altération qui est vraiment intéressante, c'est un sol dièse qui surprend, c'est-à-dire qu'on est en ré majeur, tout va bien, et tout d'un coup on va avoir ce sol dièse. Et quand je joue cette pièce, j'aime bien vraiment attirer l'attention de l'auditeur sur cette note. Si on met de l'emphase dessus, de l'importance, on va attirer l'attention du spectateur. Mais si on le joue comme si de rien n'était, si on continue comme ça, on ne va pas attirer l'attention, il ne va rien se passer. Donc il faut aussi vouloir aller chercher l'auditeur et lui montrer les notes importantes. Et ça, là j'ai plus allongé l'archet, j'ai pris du temps, j'ai mis un petit peu plus d'emphase sur cette note pour la mettre en valeur. Donc maintenant, je voudrais vous dire un mot sur les ornements qui sont quand même au centre de la pratique en musique ancienne au niveau du style. Donc on va souvent avoir des ornements écrits comme le tri par exemple, des mordants, des appoggiatures, des gruppettos, voilà, il y a plein d'ornements différents. Il y a également des ornements qu'on peut faire qui ne sont pas écrits, donc les mêmes, hein, c'est pas d'autres ornements, mais même s'ils ne sont pas écrits, on peut en rajouter. C'est vraiment
notre goût de musicien, d'interprète, qui fait qu'à cet endroit, on sent qu'il peut y avoir un tri ou un mordant ou une appoggiature. Et ce genre de choses, ça prend avec la pratique. On va voir par exemple des tris dans plein de contextes différents écrits. Et donc, un jour, on va rencontrer un contexte similaire où il n'y a pas de tri, mais on va être totalement confortable de faire un tri dans ce contexte parce qu'on sait que ça marche très bien et que ça a été écrit par d'autres. Donc voilà. Donc c'est un peu avec l'expérience et la pratique que petit à petit on peut aussi rajouter des ornements où on veut. Et dernière chose que je voulais vous dire, attention à ne pas vous empêcher de vibrer. Le vibrato était un ornement utilisé à l'époque baroque. Alors évidemment, il ne s'agit pas de vibrer à la Dvorak sans discontinuer chaque note que vous jouez, mais vous pouvez parfaitement choisir certaines notes et vouloir les rendre plus expressives avec le vibrato. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Je vous souhaite une bonne pratique au violoncelle baroque et je vous dis à très bientôt.